Pour moi, la foi, c'était quelque chose qui était plutôt intérieur et je comprenais pas bien cette extériorisation en fait de la foi. Donc j'ai voulu m'en rapprocher un petit peu pour comprendre un peu plus ce qui a mené les gens dans ces états de transe un peu de ce que j'imaginais être de la folie. Casamea, c'est un reportage, en fait, c'est la découverte d'un petit garçon qui s'appelle Marius. Notre première rencontre, je l'ai photographié et il a tout de suite adoré mon appareil photo, qui est un vieil appareil photo argentique, et il voulait faire des photos de sa mère. Tout de suite, il y a eu un vrai contact, il m'a emmené dans sa famille. J'ai découvert la place de la femme algérienne pendant cette guerre de libération. Et c'était évident pour moi de pouvoir faire un travail de cette ampleur sur ces femmes-là parce qu'on n'en parle pas en France. Elles ne sont pas visibles et en règle générale, on ne parle pas des femmes qui sont dans les guerres de libération ou qui sont dans la résistance. Michael est photographe de presse à l'agence Séric. Aujourd'hui, il vient nous présenter son sujet sur Calais. Bon, bah, du coup, c'est une vue générale du camp de Calais où 6000 migrants et réfugiés s'entassent depuis maintenant plusieurs mois, malheureusement. Cette photo aussi, elle est intéressante parce que le ciel qui est derrière, c'est pas un beau coucher de soleil en fait. C'est le coucher de soleil zone Céveso. C'est-à-dire qu'ils sont dans une zone en fait où normalement on n'aurait pas le droit de s'installer à cause des déchets chimiques relancés par toutes les usines autour. Tout ce que les fidèles font pendant ce culte, c'est pour Dieu et pour lui rendre gloire et hommage. Du coup, il y a un peu d'exagération parfois, puisque c'est un cercle en fait. Plus on va rendre grâce à Dieu, plus il va nous donner de l'onction, et plus on prendra aussi une part importante dans l'Église. Donc, ça apporte une théâtralité parfois excessive. Alors, donc ici, on a Marius qui est assis et qui regarde la télévision. Ce qui m'a marqué, en fait, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo, c'était cette espèce d'espace de la caravane, d'intérieur de caravane, qui ressemble vraiment à une chambre. Et on est vraiment, on a l'impression que c'est du dur, qu'on est dans une maison. Enfin, tout est là. Et tout est interchangeable, parce que la nuit, ils vont déplier le lit, ils vont pousser la commode, déplier le lit, quitte à sortir les meubles de la caravane pour pouvoir dormir. Il y a quand même 7 personnes qui dorment là, avec les grands-parents, les parents et les enfants. Doit y avoir 2 mètres pour circuler dans la caravane, c'est tout ce qui reste. Du coup, là, on arrive à une des entrées principales du camp, qui est l'endroit par où passent les migrants le soir pour rejoindre la ville et rejoindre l'Eurotunnel. Tous les soirs, c'est des dizaines et des dizaines de groupes qui passent par là dans l'espoir d'arriver au tunnel. Inlassablement, on vient, on retente. Ils sont même pas tous dans l'optique de passer, mais c'est plus devenu un rituel. On se repose la journée et le soir, on attend. On se dit peut-être ce soir, peut-être pas. Des fois, il y a des groupes qui restent là toute la nuit sans aller plus loin. Plus tard, l'apôtre Madou qui fait son entrée. Donc lui, c'est le pasteur principal de cette église et son fondateur. Son entrée est très théâtralisée, toujours, avec des grands gestes très symboliques. Tout va dépendre de sa qualité d'orateur et de comment il va réussir à captiver ses fidèles. Malika El Amri est née le 2 mai 1933 à la Casbah et c'est la seconde relève de poseuse de bombes. C'est son mari qui était moudjahid dans le maquis qui a voulu qu'elle aussi elle puisse s'investir dans cette guerre de libération. Farida Hamdi, elle est née le 28 décembre 1940 et elle est infirmière. Alors Farida, c'est la 5e fille de la famille à être enrôlée dans la guerre. Donc vous pouvez quand même vous imaginer la place de ces femmes-là pendant cette guerre de libération. On dénombre officiellement 11 000 femmes qui ont combattu de près ou de loin pendant cette guerre de libération. Alors là, on passe à un épisode un peu plus critique.
Moi, j'ai commencé le reportage en mars 2014. Là, on est en fin juin 2015. Il y avait une expulsion qui planait sur eux, sur la rue en fait, Günzburg. Donc là, c'est le soir de la fameuse expulsion. Ils ont quand même détruit eux-mêmes leur caravane, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit la police qui le fasse. Et donc, dernière photo avant que la police arrive et écrase avec des tracteurs et tout le matériel, toutes les caravanes, et ne donne pratiquement aucune aide, à part 5 jours à quelques familles de nuit à l'hôtel, à je sais pas combien de kilomètres en fait. Alors, on arrive du coup à la dernière partie de l'histoire pour l'instant, qui est le démantèlement qui a commencé de la partie sud. La solution qui a été trouvée pour essayer de faire perdurer un peu ce démantèlement, c'était de monter sur les maisons pour les empêcher les forces de l'ordre et les équipes de destruction d'avancer. Ce qui a été une démarche assez vaine. Ça, c'était un moment très très impressionnant. Les 2 migrants qui sont sur le toit, du coup, menaçaient de se taillader les veines. La solution a été d'intervenir rapidement. Vous avez le policier qui est de dos, qui tient un flashball, qui était prêt à leur tirer dessus si jamais ils se tailladaient. Voilà. On vient les sauver, là. Il y a eu plus que la photo, en fait. Il y a eu un vrai rapport d'échange.